jusqu'à son dernier souffle. Il disait que c'était un super-État contrôlé par des banquiers et des industriels internationaux dans le but d'asservir le monde pour leur propre plaisir. On a tenté 2 fois de l'éliminer. D'abord, un tireur l'a raté, puis il a été empoisonné, mais un médecin a réussi à lui faire un lavage d'estomac. Des gens assez puissants pour causer les 2 guerres mondiales et la Grande Dépression doivent avoir une sorte de club pour se rencontrer et pour partager les profits. Si vous n'avez jamais entendu parler des Bilderbergers, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que vous les connaissiez. À leur rencontre annuelle en huis clos, personne ne peut approcher les bâtiments. Les individus les plus puissants du monde occidental s'y rencontrent, mais le New York Times, le Washington Post ou le LA Times n'en parlent jamais. Ce blackout de la presse américaine me fascine. Depuis plus de 20 ans, je vais au Press Club chaque jour. Je regarde les dépêches, les archives, et je discute avec mes collègues à qui j'ai souvent posé les mêmes questions. Pourquoi lorsque 120 vedettes de cinéma ou 120 joueurs de football se rencontrent en secret dans un lieu retiré pendant 3 jours, faites-vous des pieds et des mains pour découvrir ce qui se passe? Pourquoi n'avez-vous pas la même curiosité lorsque 120 financiers et politiciens qui ont un pouvoir extraordinaire se rencontrent dans un lieu retiré et entouré de gardes armés? La sécurité est importante mais discrète. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de se faufiler à travers ces arbres? Je l'ignore, mais je n'oserais pas l'essayer. Ce qui transpire de ces rencontres est incroyable. Ils planifient un nouvel ordre mondial pour renforcer leur pouvoir politique et économique au plus haut niveau. Et les médias, que j'appelle leurs chiens de poche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vont pas se battre pour la liberté de presse, pour des audiences publiques ou pour l'accès à l'information. Le silence est assourdissant. Lors de la dernière rencontre du groupe Bilderberg, on comptait parmi les invités le conseiller du président George Stephanopoulos, le sénateur Sam Nunn, David Rockefeller, l'ancien sénateur Lloyd Bentsen et Henry Kissinger. Un mois plus tôt, 50 groupes libéraux se sont rencontrés à Washington pour discuter de leur opposition aux banques internationales et à la globalisation de l'économie. En réaction à cette rencontre, les Bilderbergers discutent du rôle des libéraux dans les organisations. Le mouvement séparatiste au Canada est aussi à l'agenda. Ils analysent comment les provinces fragmentées de ce pays pourraient être absorbées par les États-Unis. Ils discutent également de l'expansion de l'ALENA, de l'Alaska jusqu'au Chili, pour augmenter les profits des entreprises en encourageant les compagnies américaines à déménager en Amérique latine, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et les lois environnementales moins sévères. Le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale semblent tirer les ficelles de nos vies comme des marionnettistes au sommet de leur art. Le nouvel ordre mondial ont parmi leurs priorités la libre circulation des capitaux et des biens entre les nations. Les membres de cette élite ont été les principaux partisans du libre-échange, parce que ce sont eux qui contrôlent les plus importantes multinationales. Ce sont ces gens qui veulent fabriquer des téléviseurs à Mexico et qui vont appauvrir les pays du tiers-monde en traitant les travailleurs comme des esclaves pour tirer un plus grand profit de la vente de ces produits aux États-Unis. Les principaux médias de ce pays nous racontent que ces liens avec l'élite internationale ne sont que temporaires et que tout cela est bon pour l'Amérique. Mais rien de tout cela n'est bon pour nous. Regardez les gens qui perdent leurs emplois, les familles qui souffrent. Les coupables sont les groupes comme le Bilderberg, la Commission trilatérale et la Réserve fédérale. Ce sont les membres de cette élite qui en tirent profit, pas les citoyens américains. Ces familles occupent le milieu bancaire depuis 500 ans. Elles ont fait la traite des esclaves et le trafic de l'opium. Ces personnes ne sont pas intéressées par un bénéfice de 5% par année. Elles veulent 1000%. Et pour arriver à de telles sommes, il faut tremper dans l'or, les esclaves et la drogue. C'est là que se trouve l'argent. Nous avons une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque. En d'autres mots, elle n'est garantie que par la confiance dans le crédit de celui qui imprime la monnaie.
Si c'est une banque qui crée la monnaie, alors votre confiance est placée dans leur habileté à garder la valeur de cette monnaie à un niveau acceptable par tous. Il faut comprendre que ce sont des gens, pas le gouvernement, ni l'État, ni les banques centrales qui déterminent en fin de compte ce que la monnaie vaut. C'est comme ça depuis 5000 ans. Andrew Jackson, William Jennings Bryan et le père Charles Coughlin ont assez de courage pour dénoncer les faits. May I remind our President with all due respect that not one of these soldiers cast a ballot on that fateful Good Friday night in the spring of 1917 to force a peace-loving nation like ours to take up arms for the profiteers and the exploiters of mankind. Durant la dépression, le pire ennemi des banques est Huey Long. We've tried the Republican Party, we've tried the Democratic Party, then we've gone back and tried the Republican Party, and now we're back trying the Democratic Party. And unfortunately, whenever we get into power with either one of these parties, we find that the one crying need of our people, the redistribution of wealth, so that none would be too poor and none would be too rich, is always neglected by the party that is in power. How many men ever went to a barbecue and would let one man take off the table what's intended for 9/10 of the people to eat? The only way you'll ever be able to feed the balance of the people is to make that man come back and bring back some of that grub he ain't got no business. Cependant, l'assassinat est un outil politique que ces fameux initiés connaissent bien. Prenons l'exemple du président Jackson, qui était le principal opposant à une banque centrale privée à cette époque. Un assassin s'est présenté devant lui et lui a mis 2 pistolets sur le ventre. Il a tiré, mais les 2 pistolets se sont enrayés, ce qui a sauvé Jackson. On a appris par la suite que l'assassin avait des liens avec les banquiers internationaux. C'est intéressant de noter que si les livres d'histoire ne s'attardent pas beaucoup à ce problème des banques, Jackson, lui, considérait que c'était l'une de ses réalisations les plus importantes. En fait, il a même fait écrire sur sa pierre tombale « J'ai tué la banque ». Après la guerre civile américaine, le chancelier allemand Otto von Bismarck fait la déclaration suivante. La division des États-Unis a été orchestrée par les pouvoirs financiers d'Europe. Ils avaient peur que les États-Unis anéantissent leur domination financière sur le monde. Ils voyaient un grand avantage à faire affaire avec 2 démocraties affaiblies par leurs dettes plutôt qu'à une république forte et indépendante. Abraham Lincoln est conscient de cela et fait tout en son pouvoir pour préserver l'Union. Mais pour y arriver, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il fait appel aux banquiers de Wall Street qui lui demandent 36% d'intérêt par année. Lincoln choisit une alternative moins coûteuse et demande au Congrès d'émettre l'argent. Les billets sont appelés greenbacks et ne sont pas garantis par de l'or mais par le crédit du gouvernement des États-Unis. Avec cette solution, le gouvernement ne paie pas un sou d'intérêt aux banquiers privés. L'assassinat de Lincoln est relié aux banquiers qui voulaient avoir le contrôle de la monnaie. C'est la même chose avec John F. Kennedy, car il voulait réintroduire des obligations du gouvernement plutôt que des obligations de la Réserve fédérale. La Constitution des États-Unis mentionne que le Congrès doit émettre la monnaie et en réguler la valeur. Si vous demandez aux gens sur la rue qui émet la monnaie, ils vont vous répondre que c'est le gouvernement. C'est la raison pour laquelle tout ce mensonge fonctionne. Les gens savent intuitivement que c'est le gouvernement qui devrait émettre la monnaie. La Réserve fédérale n'est pas fédérale et n'a pas vraiment de réserve. Dans l'annuaire téléphonique, vous ne la trouverez pas dans les pages bleues du gouvernement. Elle est citée dans la section Affaires.